Bonjour à tous et bienvenue à cette session sur les 5 choses à ne pas faire dans Wrike. Cette session sera pour nous l'occasion de pouvoir voir 5 points qui sont critiques et qui reviennent très très souvent sur les comptes de nos clients et qui sont les 5 erreurs qui sont les plus répandues par rapport à notre expérience en tant que Customer Success Manager. Donc, les présentateurs pour aujourd'hui, donc moi-même, Cédric Sébir, je suis Customer Success Manager ici chez Wrike, et également ma collègue Maria Panteliva, qui est également Customer Success Manager chez Wrike. Donc notre but en tant que Customer Success Manager est d'aider les clients à tirer le maximum de leur investissement, que ce soit à travers les bonnes pratiques dans Wrike, à savoir l'utilisation optimale des fonctionnalités, et également faire en sorte que la solution soit bien acceptée par les équipes à travers l'accompagnement au changement et des méthodes de change management. Donc pour aujourd'hui, déjà dans un premier temps, on va se baser sur un document qui est attaché sur la fenêtre GoToWebinar, que vous pouvez trouver dans la partie, il y a une partie où vous avez vos documents, dans la partie qui se trouve dans la partie questions, enfin vous allez trouver. Et ce document vous présente ces 5 choses à ne pas faire. Donc on va vous l'envoyer également par email si vous n'avez pas l'occasion de la télécharger durant cette session. Donc ça pose pas de souci. Restez bien avec nous et vous pourrez consulter ce document juste après. Maria qui est également en ligne. Bonjour Maria. Bonjour Cédric, bonjour à tous. Oui, tout à fait, nous avons préparé ce document. Et de plus, une autre chose que l'on veut faire avant de commencer notre session, c'est une petite enquête en ligne. Alors, je vais la démarrer tout de suite, lancer le sondage et on va vous demander de répondre à cette question pour qu'on puisse mettre en petit cadre notre conversation aujourd'hui. Donc, j'espère que tout le monde a déjà accès à cette section. On vous donne un peu de temps pour voter. Choisissez, s'il vous plaît, votre réponse. Je vois qu'il y a déjà quelques-uns qui ont voté pour l'option qui ressemble la plus commune. Parfait. J'attends encore quelques instants et on va vous montrer les résultats. Alors, bon, je vais maintenant vous montrer les résultats. C'est parfait. Merci à tous qui ont participé. Et je vais partager les résultats tout de suite. Ah bon, voici les résultats. Donc, on voit que la plupart de nos participants aujourd'hui sont préoccupés par la situation qui est avec une arborescence faite de dossiers mal organisés. Qu'en penses-tu, Cédric? Je pense que c'est un sujet qui revient de façon récurrente, encore plus quand on commence. Quand on commence dans Wrike, c'est toujours difficile de savoir par quelle boule prendre et savoir comment organiser son arborescence. Donc que la moitié de du panel choisissent ce sujet n'est pas forcément une grande surprise. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour vos retours. Cela nous donne plus de visibilité sur les problèmes que vous rencontrez et me permet vraiment de comprendre quels en sont les plus répandus. Et je vais donner la parole à mon collègue Cédric pour qu'il puisse vous expliquer quel est notre agenda aujourd'hui. Super, merci Maria. Donc pour aujourd'hui, on va traiter de tous ces sujets de toute façon. Donc ça c'est une bonne nouvelle. On va pas non plus ne faire qu'un sujet parce qu'il y a quand même 50% des autres personnes qui ont choisi un autre sujet. Donc on va traiter des 4 sujets et on va traiter de ces 4 sujets à travers les 5 différents points qui sont les erreurs à ne pas commettre dans Wrike. Donc voici l'agenda pour aujourd'hui. Donc comment construire une structure de dossier bien organisée, comment planifier d'avance et configurer correctement vos formulaires de demande, comment gérer les tâches avec succès, comment utiliser également les sous-tâches, et enfin, comment tirer le maximum des notifications. Donc voilà notre agenda pour aujourd'hui, et Maria va vous présenter
la structure de dossier bien organisée et les erreurs qu'il ne faut pas commettre. C'est à toi, Maria. Parfait. Bon, alors j'espère que tout le monde voit bien mon écran. Passons maintenant dans notre espace de travail. Voici un exemple de la structure que nous voyons à gauche. Vous pouvez remarquer que les dossiers projets qui sont là représentent les catégories différentes, et ils sont tous placés au niveau supérieur. Juste pour faire un petit pas arrière, j'espère que tout le monde ici comprend la différence entre le projet et le dossier. Donc, tout ce que nous voyons avec des petites icônes ici à gauche, ce sont nos dossiers qui représentent le groupement des tâches qui ont un seul objectif, une seule date de fin. Et les autres éléments qui sont ici à gauche sont les dossiers qui nous servent de différentes catégories pour faciliter la navigation dans votre compte. Alors, on peut voir que tout ce qui est ici est vraiment très mal organisé et pas structuré. Et alors, c'est la première chose à ne pas faire dans REC, c'est de ne pas organiser votre arborescence de cette manière. Tout d'abord, vérifiez comment votre arborescence est organisée. Est-ce que c'est simple à naviguer pour vos utilisateurs? Suivez bien ce que vous avez dans votre espace de travail, puisque sinon, vous allez passer beaucoup de temps à la recherche des informations dans REC au lieu de travailler sur vos projets, ce qui n'est pas très efficace. Maria, Alors, oui, est-ce que tu peux juste te mettre en plein écran, s'il te plaît? d'accord. Merci beaucoup. Merci Cédric. C'est bon maintenant? Oui, c'est bon, merci, super. Parfait, merci Cédric. Alors, pour passer à la bonne pratique ici, c'est de vous assurer que vos projets sont bien catégorisés et que vous n'avez pas ce genre de projet flottant qu'on voit ici. Donc, je vois ici la campagne mise à jour du produit qui est placée au-dessous de notre dossier parent 5 choses à ne pas faire dans REC. Nous avons également en projet la création du blog qui est également situé au même niveau que les autres dossiers que nous voyons ici. Alors, je vous propose maintenant de réfléchir comment changer cette structure pour avoir finalement une structure claire, catégorisée. Et je vous propose alors de passer à l'action et transformer ça. Tout d'abord, on va penser quels sont les dossiers qui vont représenter les dossiers parents. Je pense que dans notre cas, les dossiers qui sont du plus haut niveau, c'est tout d'abord le dossier client. Et si on clique ici, on va voir qu'il y a déjà une société ABC qui est notre client qui est placé là-bas. Et de la même logique, je pense que société XYZ doit être placée également au-dessous de ce dossier client. Je vais juste glisser, déposer et voilà. Les sociétés ABC et la société XYZ sont bien placées dans le dossier client. On va faire pareil avec le dossier département. Je vois qu'il y a quelques dossiers ici, tels que le dossier de l'équipe informatique, de l'équipe sales, de l'équipe marketing. Et il est logique de placer ces dossiers au même niveau, de les grouper au niveau des dossiers département. On va faire de la même manière et créer cette structure là-bas en glissant, déposant les tâches qu'il nous faut. Parfait. Et maintenant, on voit bien que tous nos départements sont bien placés dans le dossier département. Qu'est-ce qu'on va faire alors avec les projets, la création du blog et la campagne mise à jour? Là, si vous avez déjà cette situation sur votre compte, je vous conseille de vous renseigner et de voir à quoi ça peut être lié. Moi, je le sais bien que la campagne mise à jour du produit, c'est la demande de mon client ABC. Je vais bien sûr la placer dans ce dossier. Par contre, la création du blog, bon, c'est quelque chose qui est en interne et c'est l'équipe marketing qui est en charge. Donc, sans avoir la connaissance de quel client exactement s'agit-il, je vais juste le placer dans mon dossier marketing. Est-ce que tout est bien dans notre structure maintenant? Pas tout à fait. Si je vais fermer ces deux dossiers, je vais avoir le dossier client, dossier département, et puis
les autres dossiers qui s'appellent politique RH et réunion. À mon avis, il nous manque un autre dossier qui va réunir ces deux aspects vraiment importants pour notre travail. Puisque dans le dossier réunion, je vais grouper toutes les réunions qui vont se passer dans mon équipe. Et politique RH, c'est juste un dossier qu'on a créé ensemble avec notre équipe pour suivre les politiques en interne. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un clic droit sur notre dossier parent, 5 choses à ne pas faire dans REC, et ajouter un dossier qu'on va nommer base de connaissances, ou vous pouvez trouver un autre nom pour votre dossier commun. Vous pouvez garder le même type de données qui va regrouper tout ce qui est politique et réunion. Puis, il y a un petit souci qu'on a remarqué maintenant dans notre structure. C'est pas vraiment un ordre que je veux avoir dans ma structure. Parce que, à mon avis, les dossiers qui sont départements et clients sont beaucoup plus importants que celui de base de connaissances. Qu'est-ce qui peut vous aider dans cette situation? Si vous allez dans l'information de votre dossier, vous cliquez ici sur cette icône qui représente un dossier. Vous pouvez changer le nom de votre dossier. Et une des bonnes pratiques ici, c'est d'utiliser les nombres et les lettres, puisque l'ordre que vous avez par défaut dans votre arborescence à gauche, c'est ordre par alphabet ou par numéro. Moi, je vais choisir la deuxième variante. Je vais mettre la lettre A sur département. Parfait. Je vais mettre la lettre B sur le dossier de mes clients. Juste un instant. Allez, hop. Et pareil, comme la base de connaissances, elle doit toujours se trouver en bas de mon arborescence à gauche, je vais juste mettre la dernière lettre, la lettre Z. Comme ça doit être normalement être placé comme il me le faut. Voilà, parfait. Maintenant, j'ai tout ce qu'il me faut. Il y a le dossier département qui regroupe mes départements qui travaillent dans REC, dossier client où je peux trouver les projets concernant mes clients, et la base de connaissances qui réunit les politiques RH et les réunions. Alors, notre arborescence me semble beaucoup mieux organisée. Et alors, une autre chose que j'aimerais partager avec vous par rapport à l'organisation de votre arborescence, la dernière chose qui vous permettra de mieux comprendre où aller pour voir les tâches qui vous concernent, c'est une petite astuce, c'est d'avoir les dossiers et les projets en favoris. Comme je suis en charge souvent de notre webinaire Commencer avec REC, je l'étoile dans ma structure pour avoir toujours accès aux informations qui sont là. Vous pouvez faire de la même manière sur les dossiers, les projets qui vous intéressent le plus. Imaginons que je travaille davantage sur le projet de la création du blog. Je vais l'étoiler et de cette manière, j'aurai accès immédiatement aux informations qu'il me faut. De plus, autre chose qui est vraiment nécessaire quand vous travaillez dans votre arborescence à gauche, et en fait, c'est la raison pour laquelle c'est toujours bien d'avoir une bonne organisation, c'est le fait d'avoir les projets transverses. Et je vais vous montrer sur notre exemple de la campagne mise à jour du produit de notre société ABC, qui est également gérée par notre équipe informatique. Alors, ce que je vais faire, je vais choisir un dossier qui correspond à mon équipe informatique. Donc, je vois que c'est dans 5 choses à ne pas faire dans REC, A pour département informatique. Pour avoir accès à ce projet et pouvoir travailler avec ce projet de manière transverse, c'est-à-dire que j'aurai la même vision sur ce projet à partir de ce dossier. Voilà, il est là maintenant. Attention, ce n'est pas à dire que c'est une copie de ce projet, mais c'est vraiment un accès complet au même projet, juste à partir de 2 endroits différents.
Et bien sûr, n'oubliez pas le partage. Donc, le fait d'avoir une structure bien organisée vous permet de partager de manière réfléchie les choses au niveau de votre espace de travail. Cédric va maintenant vous expliquer comment configurer vos rapports et demandes. Et moi, j'espère que ça a été efficace pour vous de comprendre comment organiser votre arborescence. Cédric, juste un instant, je te donne la parole. Super Maria, merci beaucoup. Donc, on va switcher les écrans pour que je puisse reprendre la main. Est-ce que tu peux juste me passer l'écran, Maria, s'il te plaît? Super. Donc, on va parler des formulaires de demande. Mais déjà, on va faire un petit topo de ce qu'est un formulaire de demande. Donc, un formulaire de demande est une expression de besoin qui vous permet de pouvoir récolter toutes les informations nécessaires pour pouvoir commencer un travail, que ce soit à travers une tâche ou à travers un projet, et qui vous permet de pouvoir gagner du temps et de pouvoir récupérer toutes les infos qui vous semblent nécessaires, qui vous sont nécessaires pour pouvoir commencer à travailler. Mais aussi, si c'est mal fait, ça peut devenir quelque chose de très chronophage et quelque chose de très frustrant pour les personnes qui vont le remplir et très frustrant pour les personnes qui vont récupérer les informations parce qu'elles n'auront pas les informations qui sont nécessaires pour pouvoir commencer le travail. Donc, en préambule, avant notre webinaire, j'ai créé deux formulaires différents. Un, comme son nom l'indique, qui est mauvais, bad, et un qui est bien. Donc on va commencer par le mauvais. Je vais vous montrer un peu et on va faire un cas pratique. Donc si j'ouvre ce formulaire, j'ai deux questions pour commencer, toujours marquées par un astérix, et ça on va voir qu'il faut l'utiliser à bon escient, ça montre que la question est obligatoire. Mais déjà dans un premier temps, pourquoi j'ai ouvert ce formulaire? Tout simplement parce que j'ai un problème, ma souris ne marche plus. Donc j'ai un problème très très commun, très basique, et on va voir que ça va être un peu le concours du combattant pour le parcours du combattant pour pouvoir remplir ce formulaire et ainsi mettre en avant le problème que j'ai. Donc j'ouvre ce formulaire et on me demande déjà le nom du logiciel. Alors, il n'y a pas de nom du logiciel puisque c'est juste ma souris, c'est du hardware. Ma souris est cassée, donc je mets non. Quel problème rencontrez-vous? Ma souris est cassée. Voilà. On passe à la suivante. Quelle est votre location et le numéro de votre poste? Aucun intérêt. Donc voilà, ça montre vraiment que ce formulaire a mal été construit, a mal été pensé, puisqu'on va passer à travers des questions qui n'ont absolument aucun rapport avec le problème rencontré. Donc là, je vais mettre ENA. On continue. Suivez les étapes de la page précédente. Pourquoi? On se demande pourquoi, parce que de toute façon, ça n'a rien à voir. On va mettre non. Toujours avec l'astérix pour montrer que c'est obligatoire, donc je peux même pas les passer. Quel est le problème rencontré si on a un problème de matériel informatique? Là, on arrive enfin à la partie qui m'intéresse. J'ai un problème avec ma souris. Hein. Donc ma souris est cassée. Est-ce critique? Bah un petit peu puisque je peux plus m'en servir. Donc on va mettre oui. Et dans quelles circonstances rencontrez-vous le problème? Ça n'a pas forcément un grand intérêt non plus au niveau de cette question quand j'utilise ma souris. Et je suis obligé de toutes les remplir parce que c'est marqué comme obligatoire à chaque fois. Donc voilà un peu le parcours du combattant pour pouvoir remplir ce formulaire, pour pouvoir changer sa souris. En plus, il faudra ensuite donner le nom. Je vais mettre mon nom. Et ensuite, on peut l'envoyer. Il va être envoyé, il va finir dans 5 choses à ne pas faire ici, donc pas dans un dossier prédéfini qui peut regrouper toutes les demandes. Et là, j'ai toutes les questions avec les réponses. Et avant que quelqu'un du service informatique puisse trouver le problème, eh ça risque de prendre un moment. Donc comme je vous disais, quand c'est mal fait, c'est frustrant pour celui qui le remplit, c'est frustrant pour celui qui l'analyse,
C'est pour ça qu'il faut faire les choses de façon réfléchie dès le début pour pouvoir aller droit au but et aller aux questions qui sont réellement nécessaires pour celui qui remplit et aussi pour celui qui va traiter la demande. Donc maintenant, on va retourner sur le petit plus, on va cliquer sur demande et on va aller faire un tour sur celui qui fonctionne bien. Et là, on ne va pas changer de page, tout est directement sur la même page. Donc déjà, quelle est votre location? Donc déjà, on va demander votre bureau. Donc moi, je suis situé à Dublin, donc je vais choisir Dublin. Ensuite, on va me demander mon nom, ce qui est tout à fait normal. Hop. Mon département, comme ça, on peut me situer. Ma position, c'est la même. Le type de problème rencontré, c'est un problème de matériel. Quand est-ce que le problème a commencé? On va mettre aujourd'hui. Et ensuite, une description du problème. Ma souris est cassée. Et l'importance, allez, on va dire que j'ai vraiment besoin de ma souris. On va mettre haute. Donc voilà, ça m'a pris très peu de temps pour le remplir. Donc il y a moins de frustration. On va directement sur aux problèmes rencontrés. Et on va voir en l'envoyant que là, toutes les informations directement dans la tâche sont condensées. Il n'y a pas énormément de questions. Tout est là. On a un chargé de compte, on a un chargé de tâches. Et ça, je vais vous montrer sur le back-end comment faire en sorte de, basé sur la réponse qu'on va donner, on peut choisir un chargé de tâche, quelqu'un qui va s'occuper de la tâche. On a également une date qui va se faire automatiquement, puisqu'on a choisi une date dans le formulaire. Et on voit également que ça a été placé directement dans le bon dossier qui correspond au dossier qui va récupérer toutes les demandes pour l'IT. Alors comment faire? Alors c'est un peu le jour et la nuit entre celui qui est bien et celui qui est mauvais. Comment faire pour faire celui qui est bien? On va retourner dans notre demande. On va gérer les formulaires, donc chose qui est disponible pour les administrateurs. Si ça veut bien fonctionner, on y va. Et là, je vais vous montrer à quoi ça ressemble au niveau de la conception. Donc le titre, ça change pas. Un petit détail pour dire quand est-ce que vous devez utiliser ce formulaire. Et ensuite, on a la location. Donc selon, vous vous souvenez, les différentes locations que j'avais, eh ben, j'ai fait en sorte de mettre un chargé de tâches pour chaque location, puisqu'on va avoir des départements IT, des chargés d'IT dans différentes locations, tout le monde ne va pas travailler au même endroit. Donc j'avais choisi Dublin et vous vous souvenez que c'est allé directement à Anne, parce que j'avais prédéfini Anne comme assignataire de la tâche. Ensuite on continue, donc le nom, le département, la position, tout ça, ça pose aucun souci. On a fait une question à différents choix, à choix multiples directement ici. Donc vous voyez, on a le logiciel réseau matériel. On a aussi notre question à quelle date le problème est-il survenu. Donc vous vous souvenez, on a eu le petit calendrier qui me permettait de marquer la date et qui permet automatiquement de mettre la date sur la tâche qui va être créée, la description du problème et ensuite l'importance. L'importance est peut-être choisie directement quand vous choisissez une question. Vous avez la possibilité de choisir l'importance ici et vous aurez les 3 niveaux d'importance qui vont se mettre directement dans votre tâche. Également, pour pouvoir mettre le formulaire, donc la tâche créée par le formulaire au bon endroit, il faut choisir le bon dossier ici. Ça peut créer une tâche, donc dans notre cas c'était une tâche, mais ça peut également, si c'est plus difficile et plus global comme travail, vous pouvez également générer un projet ou même générer un projet à partir d'un modèle. Et également, ces formulaires sont une expression de besoin interne, comme on a pu le voir dans cet exemple, mais également externe. Les clients peuvent vous faire des requêtes à travers un formulaire en leur envoyant ce lien public qui permet de pouvoir remplir le formulaire sans être un utilisateur de Wrike. Donc voilà pour ces formulaires de demande. Si c'est bien utilisé, ça peut être très puissant.
Par contre, si ça n'a pas été bien pensé en amont, ça peut devenir très vite une source de frustration pour tout le monde. Donc, je vous invite vraiment à faire attention quand vous en créez, de bien utiliser les différents types de questions que vous avez à votre disposition, des différents types de, de renvoi de questions selon les différents types de réponses, et ainsi de suite. Donc voilà pour ces formulaires de demande. Maria maintenant va vous présenter un autre aspect de Wrike qui peut vous apporter, qui vous peut amener à faire des erreurs, et on va plus se pencher sur tout ce qui est tâches et gestion des tâches. C'est à toi, Maria. Merci Cédric. Donnez-moi juste un instant pour changer notre écran. Hop, ça y est. Oui, merci Cédric. J'aimerais alors de passer vers la troisième chose à ne pas faire dans Wrike, c'est de ne pas négliger la gestion des tâches. Nous allons maintenant discuter les bonnes pratiques qui vous aideront à devenir efficace dans la gestion de vos tâches. Évitez d'avoir des tâches non assignées, tâches sans date de fin ou bien des tâches en retard. Tout d'abord, j'aimerais parler des tâches sans assignataire. Je vous conseille d'éviter cette situation autant que possible, car c'est vraiment dangereux d'avoir beaucoup de tâches non assignées dans votre espace de travail. Quand vous n'avez pas de chargé de mission, vous n'avez aucune idée qui est en charge de quoi. Par exemple, si on va ouvrir une des tâches dans notre liste, imaginons appel de lancement, ou le plus intéressant pour moi, discuter le titre de notre blog. Comme c'est une tâche en retard et nous n'avons aucune information dans la description, et comme il n'y a pas de chargé de mission, je ne peux même pas demander le statut de ces tâches avec la fonctionnalité demander une mise à jour du statut, puisque personne ne va le recevoir, comme nous n'avons personne comme chargé de mission. De plus, vous risquez de perdre la tâche non assignée, car elle ne sera jamais affichée dans les rapports de votre équipe et les délais peuvent être manqués, comme je pense que c'était le cas avec cette tâche sans assignataire. On va alors assigner cette tâche à une de mes collègues. Puis, si vous en avez d'autres sans chargé de mission, on va utiliser un outil que je vais vous montrer pour changer la situation. Bon, je vais dire que c'est Joanna qui sera en charge, comme c'est elle qui gère aussi bien la tâche pour créer les 3 variantes de l'intro. Mais il me reste encore 3 tâches. Imaginons que vous en avez une dizaine et je n'ai pas assez de temps pour assigner à chaque fois ces tâches et je sais que probablement toutes les autres tâches doivent être assignées à une seule personne, mais comment faire pour les choisir toutes? Une bonne pratique ici, c'est de cliquer sur Modification en masse, choisir les 3 tâches ou plusieurs ou selon les filtres, vous pouvez choisir n'importe quelle tâche qui vous intéresse. Et avec la modification des chargés de mission dans votre menu à droite, je peux les assigner à ma collègue Anne, par exemple. Parfait. De cette manière, nous avons maintenant toutes les tâches qui sont assignées à quelqu'un. Parfait. Une autre solution possible pour éviter cette situation, c'est de créer un tableau de bord avec un widget non assigné. Je vais vous montrer tout de suite dans les tableaux de bord. Vous pouvez créer un widget et hop, hop, hop. Vous devez normalement avoir. OK, bon, on va créer un widget. Alors, les tâches. Quand on va choisir chargé de mission, vous pouvez cliquer non assigné et de cette manière, vous aurez la vision sur toutes les tâches qui ne sont pas assignées dans votre système. Alors, donnez-moi juste un instant, je vais créer ça. Bon, bien sûr que vous choisissez un projet au dossier concret, mais également, comme moi, vous pouvez juste créer un widget pour gérer toutes les tâches qui ne sont pas assignées. Créer. Maintenant, vous pouvez gérer toutes les tâches ici et seront affichées dans votre tableau de bord. Si vous avez besoin de partager ça avec votre équipe au manager, vous pouvez également les rajouter ici. Revenons encore une fois vers notre dossier.
faire notre projet campagne. Ah, désolé, c'est pas celui-ci. La création du blog, bien sûr, on est là. Et nous avons notre problème ici. C'est une tâche qui est partagée avec plusieurs personnes à la fois. Je vais dire que le fait d'avoir trop de chargés de mission sur une seule tâche peut aussi bien causer de problèmes. Cela peut provoquer un désordre et les utilisateurs n'auront pas de vision claire qui est vraiment en charge de la tâche. Dans ce cas, ce qui est possible de faire, déjà, c'est de comprendre est-ce que tous ces utilisateurs doivent être bien chargés de mission de cette tâche. Si vous avez une idée claire, bon, dans notre cas, c'est la réunion et tout le monde va être présent, on est bien d'accord. Mais de la même manière, vous pouvez informer les utilisateurs en utilisant l'option Add mentionner. Par exemple, je vais Add mentionner Joanna ou même en groupe d'utilisateurs qui est en charge de cette réunion. Bon, imaginons que ce sont les designers. D'accord? Je peux les Add mentionner et de la même manière, ils vont recevoir une notification dans la boîte de réception que cette réunion doit avoir lieu. Et en même temps, ils auront toujours accès à cette page sans même avoir nécessité de les avoir tous en chargé de mission. Si vous avez une idée fixe qu'il y a quelque chose qui doit être accompli par telle ou telle personne, vous pouvez soit utiliser une liste à cases à cocher ici, soit utiliser des sous-tâches et assigner les sous-tâches à la personne suivante. Par exemple, je sais que Joanna doit faire ça. Je vais assigner ça à Joanna. Parfait. Boum, il y a qui d'autre? Dom doit faire ça. Et je vais ajouter Dominique, etc. Et pas vraiment besoin de les tous avoir comme chargés de mission. Hop. Voilà, c'est une des solutions qui peut être faite. De plus, une bonne pratique quand vous gérez vos tâches, c'est d'utiliser les verbes, puisque chaque tâche, c'est une action. Vous avez le statut compléter, et pour compléter les actions, on vous conseille toujours de préférer plutôt les verbes ou dans les titres de vos tâches. Comme ici, créer, discuter, faire un point, revoir, sélectionner et trouver. Bien sûr qu'il y a des exceptions et parfois nous avons besoin de mettre les tâches et on va utiliser notre type de titre, mais pour moi, ça serait plutôt les jalons. Donc, si on a quelque chose comme appel, discussion, révision, etc., pour moi, ça va représenter des jalons. Toutes les autres tâches, on préfère les avoir comme les verbes. Une autre chose que j'aimerais souligner ici, ce sont les tâches qu'on appelle les tâches en backlog. Les tâches en backlog, ce sont les tâches qui n'ont pas de date définie. Elles ne vont pas apparaître sur vos widgets de tableau de bord qui sont organisés par date. De plus, vous ne pourrez pas les voir dans la vue Mon travail. En gros, elles peuvent facilement se perdre dans votre compte. Et bien sûr, il existe des exceptions comme les tâches modèles, par exemple, ou bien quelque chose qui est lié à votre base de connaissances. Mais en général, la meilleure solution ici, c'est de ne pas oublier les dates. Comme dans notre exemple, où les dates, par exemple ici, nous n'avons pas de date et nous n'avons aucune vision. Bon, quand cet appel de lancement doit être fait. Et du coup, c'est un appel de lancement, donc c'est quelque chose qui est le début de notre processus. Qu'est-ce que je peux faire pour éviter ça? Déjà, une solution pour le futur, pour ne jamais faire la même faute dans votre compte, vous pouvez aller dans les paramètres de votre profil. Alors, ça y est. Et dans le paramètre de votre profil, vous avez un paramètre très, très important. C'est un paramètre de l'espace de travail où vous pouvez choisir comment les nouvelles tâches seront créées dans votre espace de travail. Moi, je le choisis par défaut avec début aujourd'hui et la durée en jours.
ce qui me permet toujours de planifier tous les projets et toutes les tâches que je dois faire, par exemple, pour une semaine, dans la vue tableau de Gantt. Et c'est toujours très facile à dire quand est-ce que cette tâche a été créée, puisque je sais que j'ai mis début aujourd'hui. Donc, si vous avez plusieurs utilisateurs sur votre compte, c'est quelque chose qui doit être fait manuellement. Donc, étant administrateur, par exemple, ou en champion de règles dans votre équipe, n'hésitez pas à proposer à vos collègues de changer ça, ce qui va vous permettre de ne jamais perdre les informations importantes. Mais bien sûr, peut-être vous avez déjà la situation existante où vous n'avez pas de date sur vos tâches. Dans ce cas, en gros, la meilleure solution toujours si vous voulez analyser les tâches et le travail que vous avez dans votre compte, ce sont les rapports. On va alors passer vers l'affichage rapport et discuter ici deux sujets. Tout d'abord, comment utiliser les rapports pour suivre les tâches mal organisées et pouvoir changer la situation. Et deuxième chose, comment en général utiliser les rapports de manière efficace. Alors, les rapports. Parfait. Bon, on va tout d'abord analyser les rapports qui sont déjà là. Vous voyez que tout est mélangé ici. J'ai beaucoup de rapports qui représentent les tâches, mais je n'ai pas en fait du nom efficace. Et pour partager ces rapports avec mes collègues, ils vont jamais savoir de quoi s'agit-il. La première chose que je vais vous conseiller quand vous créez un nouveau rapport, c'est d'être sûr que vous avez une idée claire ce que vous voulez de ce rapport. Qu'est-ce que vous voulez voir? Est-ce que ce sont les tâches qui sont sans les signataires? Est-ce que vous voulez juste voir quelles sont les tâches actives par charge d'admission ou le temps passé, etc. De quel projet s'agit-il? Puisque vous devez bien mentionner ça au niveau des rapports, vous n'avez pas la possibilité de grouper vos rapports par catégorie. Donc, essayez de donner le titre à votre rapport le plus clair possible pour éviter les doublons ou incompréhension de la part de vos collègues. Deuxième chose, si vous avez déjà une demande d'un rapport, donc vous voulez avoir ce rapport et y trouver les informations nécessaires, vérifiez, peut-être il y a déjà quelque chose dans la liste des rapports qui peut vous servir. Mais c'est toujours plus clair quand vous avez le titre bien cohérent. Alors, quand vous créez un rapport, moi je vais me baser sur les tâches et sur notre structure ici. Bon, on peut même choisir un dossier qui m'intéresse, celui de notre création du blog. C'est parfait. Et finalement, ce que j'ai besoin de comprendre, c'est la date de la tâche. Vous avez ici le filtre qui s'appelle type de tâche et je peux choisir les tâches en backlog. Comme ça, une fois que j'ai enregistré tous les filtres, je vais avoir la vision sur toutes les tâches. Bon, j'ai les tâches actives, ce qui est important pour moi puisque je veux vraiment savoir qui sont les tâches actives, donc qui ont le statut actif au niveau de flux de travail, mais sans date précise. Comme ça, je peux les gérer. Si jamais je veux faire le changement, je peux sauter de la vue rapport vers le compte rendu de ma tâche et faire les changements nécessaires. Parfait. J'espère que ça a été clair comme un instrument. Déjà, c'est très facile à travailler avec vos tâches de cette manière et vous pouvez voir toutes les tâches dans un seul endroit, même en choisissant plusieurs projets qui vous intéressent. Un autre rapport que vous pouvez créer de la même logique, c'est un rapport qui va montrer les tâches sans assignataire, mais nous avons déjà vu ça au niveau de tableau de bord. C'est pourquoi je vais maintenant laisser Cédric partager avec vous plus de détails concernant les tâches, puisqu'on pense que c'est un sujet aussi bien important pour continuer à ce niveau-là. Merci Maria. Donc oui, on va se focaliser un peu sur les sous-tâches maintenant, juste pour montrer un peu ce qu'il ne faut pas faire et comment ça peut devenir très très difficile à gérer au bout d'un moment. Donc voilà. Donc voilà ma structure, une structure que j'ai créée à l'avance avec un chargé de mission qui doit être en charge de faire le développement d'une stratégie de campagne. Et ensuite, on a différents niveaux de sous-tâches avec aucun autre chargé de mission puisqu'il est en charge de la stratégie globale.
Mais on se rend compte que il n'y a pas réellement de structure prédéfinie. C'est un peu des tâches qui sont tombées un peu les unes sur les autres. Ça n'a pas été réellement pensé. Étant donné qu'il est tout seul, bah, c'est lui par lui-même qui doit réaliser ces différentes actions qui sont plus des actions que des tâches intrinsèques avec une date, avec des actions différentes et plusieurs actions différentes par sous-tâche. Donc c'est un peu, ça part un peu dans tous les sens. Les tâches en général doivent être des étapes de projet et les sous-tâches doivent être des étapes pour des tâches qui regroupent différents types d'actions à effectuer par différentes personnes. Étant donné que là, on a une seule personne qui doit être en charge de la totalité des tâches et des sous-tâches, le mieux pour pouvoir s'y reconnaître et pour rebondir sur ce que disait Maria par rapport au rapport, pour pouvoir s'y reconnaître aussi au niveau des rapports, c'est plus intéressant d'utiliser dans ce cas de figure les cases à cocher dans notre description de la tâche principale, donc développement stratégie de campagne. Donc si je clique sur la partie description, je vais avoir cette petite option là qui correspond aux cases à cocher et qui me permet en fait de faire l'énumération de toutes les actions qui me sont nécessaires pour pouvoir développer la stratégie de ma campagne. Étant donné que Bill travaille tout seul, il n'a pas besoin d'avoir des sous-tâches qui vont amener plus de confusion que ne l'aider. Donc, il crée des cases à cocher qui correspondent aux différentes actions, donc déterminer les ressources disponibles, ensuite analyser les résultats, contacter le service marketing et ainsi de suite. En plus, ces différentes actions n'ont pas forcément un lien hiérarchique, donc l'analyse des résultats, pas forcément un lien hiérarchique avec le contact du service marketing. Ensuite, on repasse ensuite sur du budget alors qu'on a déjà contacté le service marketing. Ça part un peu dans tous les sens et on perd réellement le fil. Le mieux, comme je disais, c'est d'utiliser ces cases à cocher qui vous permettront de pouvoir avoir la liste de toutes les actions à effectuer pour pouvoir faire le développement de cette stratégie de campagne. Autre chose que je voulais montrer par rapport aux sous-tâches et qui est intéressante également, et là on va rejoindre un peu ce que je viens de vous dire, et je reprends mon deuxième exemple, c'est que on s'est rendu compte, de par notre expérience en travaillant avec les clients, que beaucoup peuvent utiliser les sous-tâches comme des marqueurs de statut. C'est pas la meilleure façon de faire. Ça peut aussi, au niveau reporting, amener beaucoup de confusion et d'erreurs. Donc, il y a une autre façon de faire également. Le mieux à faire dans ces cas-là, au lieu de créer des sous-tâches, et si on veut réellement mettre un statut marqueur dans la tâche, il vaut mieux le faire directement dans le titre et renommer la sous-tâche pour pouvoir le faire au lieu de garder quelque chose qui ressemble à ce que vous avez à l'écran. Donc le mieux dans ces cas-là, c'est de créer des flux de travail personnalisés, qui se trouvent dans votre espace administrateur. Donc si je clique sur mon avatar en haut à droite et que je vais dans la gestion de mon compte, en tant qu'administrateur, je vais avoir cette partie flux de travail. Et à l'intérieur de cette partie flux de travail, j'ai déjà des flux de travail qui sont déjà dans la solution, mais je peux créer également un nouveau flux de travail si nécessaire. Une fois que le flux de travail est effectué, alors juste, je vous montre, c'est très facile, on clique sur le plus et après on choisit le différent type. Ensuite, on a les différents types de couleurs pour pouvoir marquer les différences entre les statuts. On a aussi la possibilité d'assigner des gens par statut, ce qui peut être utile si vous avez un fonctionnement un peu plus rigide où chacun sait à quel niveau et à quel moment ils interviennent sur un projet. Donc là, on va retourner sur notre compte et on va donc quitter cette page. On va retourner sur notre exemple qui est ici, donc mon projet sous tâche 2. Si je fais un clic droit sur mon projet sous tâche 2, j'ai la possibilité de pouvoir modifier le flux de travail et choisir un des flux de travail que vous venez juste de voir dans l'espace administrateur. Donc si par exemple je prends le flux de travail test, puisqu'on est sur un webinar où on teste des choses, à l'intérieur, si je prends création copie, je vais avoir la possibilité de pouvoir, hop, mon test est passé ici, voilà, en haut, et j'ai les différents types
de... il ne me l'a pas pris en compte. On recommence, hop, et de choisir le statut, donc celui-là par exemple peut être en cours, et ainsi de suite. Le diffusion de la campagne, on va en choisir un autre statut qui peut être actif, et celle-ci, on va prendre en retard. Et dans les sous-tâches également, c'est possible de pouvoir les utiliser. Donc vous pouvez avoir un statut différent pour les sous-tâches par rapport aux tâches. Vous voyez. Donc voilà, c'est pas super cohérent de pouvoir marquer, faire du marqueur au niveau des sous-tâches par rapport à un statut, puisque ça va pas forcément correspondre au statut intégral de la tâche parente. Donc c'est bien d'utiliser ces flux de travail pour pouvoir faire en sorte de marquer le bon déroulement ou le retard des tâches sur un projet. Également, une fois qu'on a bien mis tout en place au niveau des flux de travail, au niveau des statuts, on peut gérer le bon fonctionnement de notre projet à travers cette vue tableau agile qui est comme un Kanban et qui vous permet de gérer vos tâches en les faisant glisser d'un statut à un autre. Et c'est là où je vous disais que c'est pas super cohérent d'utiliser les sous-tâches pour marquer vos statuts, c'est que les sous-tâches ne sont pas disponibles et vous ne pouvez pas faire passer les sous-tâches d'un statut à un autre dans le Kanban, tout simplement parce que les sous-tâches sont reliées à une tâche parente. Donc il est toujours bon de faire le statut, de marquer le statut, marquer un statut global au niveau de la tâche parente pour pouvoir ensuite gérer la totalité de la tâche directement dans votre tableau agile. Donc voilà pour les sous-tâches. Si on résume un peu ce que je viens de vous dire, n'utilisez pas les sous-tâches si vous avez un seul assignataire sur une tâche parente et que les sous-tâches ne correspondent qu'à des actions dites basiques sur une tâche, autant utiliser les cases à cocher. Et également, il est préférable d'utiliser tout ce qui est statut au niveau des tâches parentes au lieu de les utiliser sur les sous-tâches, puisqu'au niveau du reporting et au niveau de la gestion des tâches d'un projet, on se rend compte que cela se fait au niveau de la tâche parente et pas forcément au niveau de la sous-tâche. Donc voilà pour ces sous-tâches. J'espère que c'était clair. Maria maintenant va vous présenter la meilleure façon de pouvoir gérer vos notifications, puisqu'on reçoit beaucoup de notifications dans Wrike. Donc savoir comment choisir les bonnes, celles qui nous correspondent, et comment faire en sorte de les utiliser au mieux. Maria, c'est à toi. Merci Cédric. Oui, tout à fait. C'est une question très importante et comme on le voit selon les résultats de notre sondage qu'on a mené tout au début, c'est la deuxième chose qui vous préoccupe. Donc, je vais juste passer en partage de mon écran, d'accord, pour qu'on puisse voir ensemble comment on peut gérer ça. Alors, je mets en plein écran. Voilà, parfait. Alors, c'est notre dernière chose qu'on voudrait discuter aujourd'hui, donc qui est la configuration de notification dans REC, puisque il arrive souvent que les utilisateurs, bon, de notre expérience, ne font pas assez attention à leurs notifications, qui se transforment enfin en une sorte du bruit blanc pour eux. Et pour éviter cette situation, n'hésitez pas à prendre quelques instants pour vous assurer que vous ne recevez que de bonnes informations de la part de REC. Alors, pour paramétriser ça, on revient dans les paramètres de notre profil et on va configurer ensemble tout ce qui est les notifications. Ça se passe dans notre onglet adresse email, puisque vous gérez normalement les notifications que vous allez recevoir dans votre email. Alors, donc déjà, on va vérifier que je reçois les notifications de ce compte vers mon adresse email. Et après, je peux gérer toutes les notifications. On voit bien que vous avez beaucoup de paramètres ici. Et notre meilleure pratique, c'est d'avoir que les notifications qui sont les plus importantes. Pour moi, ça serait quand quelqu'un me mentionne et quand quelqu'un m'attribue une tâche. Toutes les autres notifications que vous pouvez recevoir, peut-être il vous semble qu'ils sont importants, donc vous pouvez quand même garder quelques-unes
pour être notifié, par exemple, quand votre tâche est modifiée ou bien quand quelqu'un a supprimé ou ajouté une tâche. Par contre, pour le reste, je pense que c'est juste, n'est pas nécessaire d'être informé à chaque fois quand quelqu'un fait quelque chose sur la tâche. Comme déjà, vous pouvez le voir dans le flux de travail au moment où vous essayez de voir ce qui se passe en général dans votre structure. De plus, vous recevez des tas d'emails de REC et vous vous perdez vraiment dans les informations que vous recevez. Pour ne rien perdre au niveau de votre email, si vous voulez quand même recevoir quelque chose de REC, vous pouvez paramétrer les notifications régulières et faire de manière que REC vous envoie la liste de tâches tous les jours à une heure précise pour avoir la vision quelles tâches sont à faire, quels sont les changements au niveau de votre espace de travail. De plus, vous pouvez paramétrer la synthèse qui vous montre toutes les activités qui ont été faites avec vos tâches courant cette journée. Voilà. De plus, vous avez la fonctionnalité de rappel de REC qui vous permet de changer un peu les notifications par rapport aux mentions de vos collègues. D'accord? Donc, déjà, c'est un rappel de REC. Donc, c'est un robot automatique de REC qui va vous mentionner directement dans votre espace de travail. Et ça, c'est important. Moi, je mets quand même, je veux recevoir ce type de notification dans REC et me notifier par email lorsque j'ai raté plusieurs admentions. Ça, c'est important puisque si vous avez beaucoup de projets en même temps, ça serait bien d'être notifié qu'il y a un travail qui vous attend. Donc, pour faire un petit résumé, on vous conseille de garder toujours les notifications qui concernent quand quelqu'un vous admentionne, quand quelqu'un vous attribue une tâche pour ne rien manquer dans le système. Et on vous conseille de gérer vos tâches de manière régulière avec la notification, avec le résumé, la liste de tâches qui sera envoyée de manière automatique. De plus, une des possibilités que vous pouvez faire pour éviter, disons, ne pas être dépendant des notifications de REC, c'est l'usage régulier des rapports. Et si on revient vers les rapports, vous avez la possibilité de vous abonner vers le rapport et recevoir cette information par email, désolé, pas par email, mais dans votre boîte de réception REC. Donc, vous vous abonnez ici en cliquant sur le bouton s'abonner. Vous pouvez le recevoir un jour particulier de la semaine et comme ça avoir la vision uniquement sur les tâches qui vous intéressent.